Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là pour ma soutenance de thèse. Merci en particulier aux membres de mon jury d'avoir fait le déplacement pour l'occasion. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux que j'ai effectués pendant les 3 dernières années, pendant lesquels je me suis intéressé au phénomène transitoire dans les instruments auto-oscillants. Alors j'ai devant moi plusieurs instruments auto-oscillants. Un instrument auto-oscillant, c'est un instrument capable d'osciller à partir d'un apport continu d'énergie. Osciller, c'est-à-dire produire un son. Donc par exemple, le fonctionnement normal pour un violon, c'est de frotter un archet contre l'une de ses cordes afin de la faire vibrer. Tandis que l'archet se déplace dans une seule direction, la corde, quant à elle, oscille d'avant en arrière, ce qui produit le son que nous venons d'entendre. Alors dans les instruments auto-oscillants, on retrouve la famille des cordes frottées, comme ce violon, et la famille des instruments à vent, comme cet instrument qui est un trombone soprano, aussi appelé une trompette à coulisses. Quand un musicien joue d'un instrument auto-oscillant, il interagit avec celui-ci via plusieurs paramètres de contrôle. Donc par exemple, si je joue de ce trombone soprano, je peux souffler plus ou moins fort dans l'instrument en modifiant la pression dans ma bouche, je peux déplacer la coulisse, je peux modifier la forme et la tension de mes lèvres. En jouant sur ces différents paramètres de contrôle, on a accès à plusieurs régimes de fonctionnement de l'instrument, comme par exemple les solutions d'équilibre, où l'instrument n'auto-oscille pas et ne produit pas de son. Ou encore les solutions périodiques, qui correspondent aux notes tenues utilisées en musique classique traditionnelle. Pardon, je ne suis pas très bon trompettiste. Ou encore d'autres solutions un peu plus complexes, telles que les solutions quasi-périodiques. Donc justement, j'ai fait une vidéo pour être sûr que j'y arriverai. Donc dans cette vidéo, je vous ai joué les régimes 2 et 3 de cette série harmonique et le quasi-périodique associé. Mais dans la suite, nous étudierons principalement les régimes 5 et 6 et le quasi-périodique associé. Voici le résultat d'une simulation d'un modèle censé représenter ce trombone soprano. On représente en orange la pression d'alimentation, c'est-à-dire la pression dans la bouche du musicien, et en vert la position de la coulisse des slides. En gris, on représente la pression simulée dans l'embouchure, qui évolue au cours du temps. Pendant la première demi-seconde, les paramètres de contrôle évoluent, puis ils se fixent sur une valeur constante. La réaction du système peut alors être décomposée en deux parties. Une première partie qu'on appelle le régime transitoire, où l'état du système évolue, et une deuxième partie appelée le régime permanent, où l'instrument s'établit sur un régime spécifique et ne s'en écarte plus. Écoutons le son simulé. Donc ici, nous avons entendu un premier son aigu qui correspond au régime R6 de la slide précédente, suivi par un son plus grave qui correspond au son R5. Entre les deux, nous avons entendu un transitoire qui s'apparente à un quasi-périodique. Voilà un autre exemple où les paramètres de contrôle varient différemment pendant la première demi-seconde. Et au bout d'une demi-seconde, ils s'établissent sur les mêmes valeurs que précédemment. Dans ces cas-là, on modifie les conditions initiales du système au début de la phase à paramètres constants. Dans ces cas-là, on modifie généralement le comportement en régime transitoire et en régime permanent de temps en temps du système. Donc, écoutons ce que ça donne. Donc, cette fois-ci, nous avons entendu uniquement le régime aigu, le régime R6. Je vous fais écouter les deux sons d'affilée. Alors pour prendre un peu de hauteur et mieux comprendre le fonctionnement global d'un système, on a généralement recours à des méthodes d'analyse qui visent à résumer les différents comportements possibles et les conditions nécessaires pour les observer. À cet égard, le diagramme de bifurcation, c'est un outil d'analyse particulièrement intéressant pour étudier le fonctionnement d'un système en régime permanent. Ici, je vous représente le diagramme de bifurcation du modèle de trombone soprano que nous avons vu précédemment. Sur ce diagramme, on représente les solutions en régime permanent du système en fonction d'un paramètre de contrôle, ici la pression d'alimentation. En ordonnée, on indique l'amplitude des oscillations associées à chacune de ces solutions. On indique par ailleurs, avec l'épaisseur des traits, la stabilité locale des différentes solutions. La stabilité locale d'une solution, ça indique la capacité du système à converger vers cette solution lorsqu'il est initialisé très proche de celle-ci.
Donc ici, on comprend qu'entre 0 et 2 kPa, seul l'équilibre est stable, donc l'instrument ne va pas osciller et il ne va pas produire de son. Autour de 2 kPa, l'équilibre se déstabilise et donne naissance à un régime au régime R5 qui est stable. On dit que le système bifurque. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une bifurcation dite de Hopf, qui est représentée par un triangle. On constate une deuxième bifurcation de Hopf pour une pression d'alimentation plus élevée, qui donne naissance cette fois-ci au régime R6. R6 est dans un premier temps instable, et aux alentours de 6 kPa, il se stabilise via une bifurcation qu'on appelle bifurcation de Thor. Donc en résumé, quand on lit ce diagramme de bifurcation, on comprend que entre 0 et 2 kPa, seul l'équilibre est stable, l'instrument ne va pas produire de son. Entre 2 et 6 kPa, seul le régime R5 est stable, et au-delà de 6 kPa, les régimes R5 et R6 sont tous les deux stables, et donc ils sont susceptibles d'apparaître. On dit dans ces cas-là que le système est multistable, et le régime permanent va donc dépendre à la fois des valeurs des paramètres de contrôle et des conditions initiales. Donc finalement, sur ce diagramme, il permet de voir en un clin d'œil les différentes solutions en régime permanent du système, leur stabilité et leur évolution en fonction d'un paramètre. En revanche, ce que n'indique pas ce diagramme, c'est le comportement du système en régime transitoire et son comportement en régime permanent en cas de multistabilité. Ces limites, elles sont d'autant plus visibles lorsque un des paramètres de contrôle, plusieurs, varie au cours du temps. Pour illustrer cela, je vais vous montrer deux simulations où P0 va varier entre 0 et 8 kPa. Dans le premier cas, cette variation elle va être lente et le système il sera attiré par R5, tandis que dans le second cas, la variation elle va être rapide et le système sera attiré par R6. Dans les deux cas, nous verrons que pendant certains instants, le système restera le long de solutions instables, ce qui met en avant une des limites de cette représentation par diagramme de bifurcation. Commençons avec la rampe lente de P0. Puis la rampe rapide. Très bien. Donc nous avons vu différents points positifs de cette représentation et certaines limites. Par conséquent, la problématique de ma thèse est la suivante. Comment peut-on enrichir ce diagramme de bifurcation pour décrire de manière globale et non pas au cas par cas le fonctionnement d'un instrument auto-oscillant en régime transitoire, en régime permanent en cas de multistabilité et en régime variable, c'est-à-dire lorsqu'un paramètre varie au cours du temps. Maintenant que j'ai introduit mon sujet de thèse et explicité les enjeux qui l'entourent et sa problématique, je vais décomposer ma présentation en trois parties avant de conclure. Dans la première partie, je vais présenter le modèle et le banc d'essai utilisé pour étudier ce trombone soprano. En deuxième partie, je présenterai les méthodes d'analyse utilisées et développées pendant ma thèse pour répondre à ma problématique. Et enfin, nous étudierons les cuivres dans une configuration spécifique qui est propice à l'apparition de phénomènes transitoires qui font l'objet de ma thèse. Donc commençons par présenter le modèle. Le modèle retenu, il est classique dans la littérature et il est composé de trois éléments. Les lèvres, la colonne d'air comprise dans l'instrument et un couplage non linéaire entre les deux. Les lèvres, elles sont modélisées par un oscillateur à 1 degré de liberté linéaire qui a tendance à s'ouvrir lorsque la bouche du musicien est en surpression et l'embouchure de l'instrument est en dépression. La colonne d'air est quant à elle modélisée par un résonateur linéaire qui peut être décrit par son impédance d'entrée. Donc ici, je vous représente l'impédance d'entrée de ce trombone soprano lorsque la coulisse est entièrement rentrée. On représente la phase en haut et le module en haut et la phase en bas. Cette impédance, elle présente des résonances marquées à certaines fréquences qui vont favoriser les auto-oscillations de l'instrument à ces fréquences-ci. Ici, on choisit un formalisme modal pour cette impédance, c'est-à-dire que l'impédance est une somme de modes où chaque mode
est associée à l'une des résonances de l'instrument. Une des originalités de ce travail, c'est que je modélise l'influence de la position de la coulisse sur cette impédance. Pour cela, j'ai mesuré l'impédance d'entrée de ce trombone en déplaçant la coulisse de 1 cm entre chaque point de mesure. Pour chacune de ces mesures, j'identifie les paramètres modaux associés à la mesure. Et pour définir continuellement l'impédance entre chaque point de mesure, j'interpole linéairement les différents paramètres modaux. Alors dans la suite, on va considérer un modèle simplifié où seuls certains modes sont considérés. On va utiliser tantôt un modèle à 2 modes, avec les modes 5 et 6, et un modèle à 6 modes, avec les modes 3 à 8. Je vous rappelle que les modes qui nous intéressent, qu'on va étudier, c'est les modes 5 et 6. Voilà, et pour finir, donc les lèvres et la colonne d'air sont couplés non linéairement avec une équation de Bernoulli stationnaire qui s'écrit de cette manière-là. Finalement, on obtient un système d'équations algébro-différentielles ordinaires et non linéaires qui peut se résumer de cette manière-ci. Donc cette équation, elle décrit l'évolution de l'état du système étant représenté par ces variables d'état qui sont rangées dans ce grand vecteur x. Passons au grand essai. Pour l'étude qui va suivre, on souhaite connaître et contrôler certains paramètres de contrôle avec précision. C'est pourquoi nous utilisons un musicien artificiel qui va être plus contrôlable et répétable qu'un musicien humain et qui est utilisé uniquement pour étudier l'instrument et non pas pour faire de la musique. Alors ce musicien artificiel, il est composé d'un bloc embouchure à droite sur lequel on monte l'embouchure et le résonateur de l'instrument, et d'un bloc cavité buccale à gauche, composé d'une cavité buccale et de lèvres artificielles. Ces lèvres artificielles, ce sont 2 feuilles de silicone que l'on accole tranche contre tranche. Et alors, quand on compresse ces lèvres entre la cavité buccale et l'embouchure, et qu'on envoie de l'air comprimé dans la cavité buccale, eh bien, on obtient un son plutôt ressemblant de trompette. Ici, j'ai ce dispositif en version portable, et donc je vais vous faire écouter le son que ça donne. Voilà, donc ça ressemble bien à un son de trompette. Sur ce dispositif, on peut mesurer en temps réel la pression dans la cavité buccale, c'est-à-dire la pression d'alimentation, la pression dans l'embouchure et la position de la coulisse avec ce capteur de déplacement. Donc en résumé, nous étudions 2 systèmes. Un modèle de cuivre à 2 ou à 6 modes dont l'impédance est définie continuellement par rapport à la position de la coulisse des slides, et ce trombone soprano joué par un musicien artificiel sur lequel on peut mesurer la pression d'alimentation, la position de la coulisse et la pression dans l'embouchure. Pour étudier le comportement transitoire et multistable de ces systèmes, nous avons vu que le diagramme de bifurcation il était insuffisant. Donc dans cette partie, je vais vous présenter les méthodes d'analyse utilisées et développées pendant ma thèse pour pallier à cette lacune. Ces méthodes, elles seront appliquées sur le modèle et nous verrons dans la troisième partie qu'elles permettent d'expliquer certains comportements de l'instrument réel. Je vais vous présenter 3 groupes de méthodes. Les approches linéarisées d'abord, qui permettent de prédire le fonctionnement de l'instrument. Les approches statistiques, qui sont prédictives. Et enfin, une méthode de décomposition des transitoires, qui elle est seulement descriptive. Cette dernière méthode sera ensuite utilisée au sein des approches statistiques afin de réduire leur temps de calcul et de prédire la durée et la composition des transitoires. Commençons par les approches linéarisées. Ces approches sont utilisées dans un peu tous les domaines de la physique pour calculer la stabilité locale d'une solution. Celle-ci consiste à linéariser un système non linéaire à la base autour d'une solution d'intérêt, ici notée x sol. Le système linéaire ainsi obtenu relie l'état du système x avec sa dérivée première x point de manière linéaire via une matrice qu'on appelle la jacobienne du système. Alors contrairement au système non linéaire initial, ce système linéarisé il admet une solution analytique qui se présente comme une combinaison linéaire faisant apparaître les valeurs et les vecteurs propres d'une certaine matrice. Alors en regardant cette équation et en particulier
En s'intéressant au terme exponentiel de lambda IT, on comprend que ce système linéarisé, il oscille autour de la solution d'intérêt avec des fréquences associées aux parties imaginaires des valeurs propres et que l'amplitude des oscillations, elle croît ou elle décroît en fonction des parties réelles des valeurs propres. Ainsi, en étudiant le signe des parties réelles des valeurs propres, on peut en déduire la stabilité locale de la solution. C'est cette information de stabilité qui est indiquée sur un diagramme de bifurcation. Dans cette somme, le terme associé à la valeur propre de plus grande partie réelle, il prend le dessus sur les autres termes. Ainsi, on peut estimer le premier régime susceptible d'apparaître depuis la solution d'intérêt lorsque celle-ci est instable. Par ailleurs, si plusieurs valeurs propres ont des parties réelles similaires ou si on cherche à étudier la forme d'onde du signal et pas seulement son amplitude, on pourra considérer cette somme en entière. Dans mon manuscrit, je discute des limites de validité de cette approche, notamment lorsqu'elles sont appliquées à des solutions périodiques. Illustrons cette méthode. On considère le modèle de cuivre à deux modes, décrit par ce diagramme de bifurcation, et on l'initialise proche de l'équilibre pour une pression d'alimentation de 4 kPa. À droite, on représente la position de la lèvre en fonction du temps. Pour le système non linéaire en gris et pour le système linéarisé autour de l'équilibre en jaune. On représente également les termes linéaires associés à R5 en vert et associés à R6 en bleu, ainsi que l'enveloppe de toute la solution du système linéarisé en noir. Derrière. Donc ici, les approches linéarisées, elles nous indiquent que le premier régime devant apparaître depuis l'équilibre, c'est R6. Cependant, quand on regarde le diagramme de bifurcation, on constate que cette solution, elle est instable. Donc, on comprend que le système devrait s'approcher dans un premier temps de R6, puis s'en éloigner dans un second temps pour rejoindre la seule solution stable, en l'occurrence, qui est R5. Et c'est effectivement ce qu'on observe sur la simulation du système non linéaire, en gris, que je vais vous faire écouter maintenant. Donc, nous avons bien entendu d'abord le régime aigu, R6, puis le régime R5, de manière permanente, avec un transitoire quasi-périodique entre les deux. Alors tout à l'heure, je vous disais qu'on pouvait retranscrire la forme d'onde du signal. C'est ce qu'on présente en considérant toute la somme, et c'est ce que je présente ici avec ces trois zooms. Sur les deux premiers zooms, où le système est toujours proche de la solution de linéarisation, l'équilibre, les courbes jaunes jaune et grise sont superposées. Donc la forme d'onde est correctement reproduite. Tandis que lorsque l'on s'éloigne de la solution de linéarisation, eh bien les courbes jaunes et grises s'éloignent. Les systèmes linéaires et non linéaires sont de plus en plus différents. En résumé, nous utiliserons ces approches linéarisées, d'une part pour calculer la stabilité locale des solutions et ainsi tracer le diagramme de bifurcation, et d'autre part pour estimer le premier régime susceptible d'apparaître depuis une solution instable. On va surtout s'intéresser aux solutions périodiques qui apparaissent depuis une solution d'équilibre instable. Donc on va pouvoir départager plusieurs solutions périodiques. Passons aux approches statistiques. En introduction, je vous disais qu'à paramètres constants, le comportement d'un instrument il dépendait à la fois des valeurs des paramètres et également des conditions initiales. Alors les gestes du musicien avant de fixer, pour atteindre un jeu de paramètres donné, ils peuvent être variés. Il semble donc normal de prendre en compte cette variabilité dans notre étude de l'instrument. Pour ce faire, une approche possible est d'étudier l'influence statistique d'un élément peu connu sur le comportement de l'instrument. Alors pour un instrument de musique, une des sources principales d'indétermination, c'est le geste réalisé par le musicien avant qu'il ne fixe ses paramètres de contrôle. Ce geste inconnu, il va entraîner des conditions initiales inconnues, et dans la suite, nous allons donc étudier l'influence statistique des conditions initiales sur le comportement de l'instrument. Alors pour des raisons de pédagogie, je vais expliquer cette approche avec un système plus simple que le modèle de cuivre, qui est un oscillateur de Van der Pol d'ordre 5. Celui-ci est décrit par 7 équations différentielles. Les variables d'état du système sont sa position x et sa vitesse x point.
Ici, les paramètres sigma et nu sont considérés fixes et on prend mu comme paramètre de contrôle. Le diagramme de bifurcation de ce système en fonction de mu est le suivant. Donc le système présente une solution d'équilibre, une solution périodique instable et une solution périodique stable. Dans la zone grisée, il y a multistabilité entre l'équilibre et la solution périodique stable. Donc, plaçons-nous dans cette zone de multistabilité et traçons l'espace des phases du système, c'est-à-dire son espace des variables d'état. Et considérons plusieurs conditions initiales aléatoires représentées par les petites croix. En calculant les trajectoires issues de ces conditions initiales, on constate qu'une partie d'entre elles converge vers l'équilibre en bleu et les autres vers la solution périodique en rouge. En calculant la proportion de trajectoires convergeant vers l'une ou l'autre de ces solutions, on peut estimer la probabilité qu'une prochaine condition initiale aléatoire converge vers l'une ou l'autre des solutions. Alors cette manière d'estimer une probabilité d'apparition d'un régime permanent, elle revient à calculer la taille de cette zone bleue par rapport à la taille de cette zone rouge. Ces zones bleues et rouges, ce sont les bassins d'attraction de l'équilibre et de la solution périodique stable. C'est pourquoi cette métrique, ce calcul de probabilité, on l'appelle la stabilité de bassin. Alors la stabilité de bassin d'une solution, elle dépend de la valeur des paramètres. Donc par exemple ici, on constate que la probabilité d'apparition de l'équilibre diminue à mesure que l'on se rapproche de la bifurcation de Hopf en mu égale à 0. Ainsi, on peut nuancer et quantifier l'information de stabilité de cette solution qui était indiquée sur le diagramme de bifurcation. Alors pour cet oscillateur de Van der Pol, la taille relative des deux bassins d'attraction, elle est connue analytiquement, ce qui nous permet de valider cette approche statistique. Mais dans la suite, nous utiliserons ces approches pour étudier le modèle de cuivre. Donc finalement, ces approches, elles consistent à analyser statistiquement un ensemble de trajectoires pour émettre un avis prédictif sur les prochaines trajectoires qui seront considérées. Pour la stabilité de bassin, l'élément statistique qu'on étudie, c'est le régime permanent vers lequel converge le système. Mais on peut s'intéresser à d'autres aspects, comme par exemple la durée et la composition des transitoires. Deux points sont importants à relever concernant ces approches. Le premier, c'est que la justesse des prédictions, elle dépend du nombre de conditions initiales qui sont considérées. Le deuxième, c'est que la pertinence des prédictions, elle dépend de la loi de tirage aléatoire qui nous permet de sélectionner ces conditions initiales. Donc, si on souhaite étudier une situation musicale spécifique, il conviendra au préalable d'identifier les différents gestes réalisables par le musicien ainsi que leur récurrence pour en déduire la bonne loi de tirage aléatoire. Pour limiter le temps de calcul de cette approche statistique, on cherche à calculer pour chaque trajectoire uniquement la partie transitoire. Donc pour ce faire, j'ai développé une méthode qui permet d'identifier la fin des transitoires et qui permet au passage de décrire la composition d'un transitoire. Donc ici, on considère à nouveau le modèle de cuivre à deux modes, décrit par ce diagramme de bifurcation en haut. On prend une trajectoire quelconque, tout paramètre de contrôle étant constant et la pression d'alimentation valant 4 kPa. Ici, on représente la pression simulée dans l'embouchure et écoutons ce que ça donne. Bon, comme précédemment, on entend d'abord du régime R6, puis du régime R5 avec un quasi-périodique entre les deux. Bon, pour analyser ce transitoire, on propose d'utiliser la connaissance que nous avons des solutions stables et instables calculées au préalable pour tracer ce diagramme de bifurcation. Ainsi, on peut calculer la distance entre le système et chacune de ces solutions. C'est ce qu'on représente ici. Donc on représente en noir la distance entre le système et l'équilibre, en vert avec R5 et en bleu avec la solution R6. Donc, quand ces distances sont proches de 0, ça signifie que le système est très proche de ces solutions-là. Alors ici, je représente une distance non pas dans l'espace des phases, mais dans un espace caractéristique, où chacune des coordonnées correspond à l'amplitude crête à crête d'une variable d'état. Donc, dans cet espace caractéristique, il y a autant de coordonnées que de variables d'état. Pour décomposer ce transitoire,
on définit des sous-régimes associés à la solution la plus proche du système. Donc pour cette trajectoire spécifique, on a 3 sous-régimes. Le premier est associé à l'équilibre et dure taux 1. Le deuxième est associé à R6 et dure taux 2. Et le troisième est associé à R5 et dure taux 3. On définit finalement la fin du transitoire comme le moment où la solution la plus proche du système est stable et que sa distance avec le système est inférieure à un seuil qui ici est représenté par le bandeau rouge. Donc en résumé, cette méthode elle permet de détecter la fin des transitoires de manière robuste avec assez peu de risque de faux positifs. En effet, une fois que la définition de la distance est choisie, cette décomposition est unique. Elle est bien posée au sens où elle est unique. Par ailleurs, cette décomposition du transitoire en sous-régime, elle me paraît prometteuse pour l'étude des instruments auto-oscillants, parce qu'elle permet une description à la fois détaillée et pourtant simple des transitoires. Cette méthode a quand même quelques limites. La première, c'est que cette décomposition, la décomposition obtenue, elle dépend probablement de la définition de la distance choisie. Alors, je n'ai pas étudié cet aspect-là, mais je ne doute pas trop de l'influence de cette distance sur le résultat obtenu. Et le deuxième point, c'est qu'elle nécessite de calculer au préalable toutes les solutions stables et instables du système, ce qui n'est jamais évident d'avoir une vision exhaustive des solutions possibles pour un système. Donc regardons maintenant comment cette méthode de décomposition elle peut servir à étudier les transitoires de manière statistique. On considère le même modèle de cuivre et on applique une approche statistique sur 50 conditions initiales prises à proximité de l'équilibre. On représente ici, à gauche, la stabilité de chacune des solutions, au milieu, la durée moyenne des trajectoires convergeant vers chacune des solutions, et à droite, la durée moyenne des sous-régimes associés à chaque solution, peu importe vers quel régime converge finalement le système. Alors ces figures, elles sont assez riches, donc on va uniquement pointer du doigt quelques aspects intéressants. Commençons avec la stabilité de bassin. On constate, lorsque R6 devient stable, c'est-à-dire dans la zone grise, que sa stabilité de bassin passe progressivement de 0 à 1, tandis que la stabilité de bassin de R5 passe de 1 à 0. Ainsi, à haute pression d'alimentation, le diagramme de bifurcation nous indique que R5 est toujours stable, mais il n'a plus aucune chance d'apparaître si on considère des conditions initiales dans la zone d'étude. Passons aux deux autres figures. À droite, on comprend que pour ces pressions d'alimentation-là, le système passe un long moment à proximité de R6 pendant les transitoires. On constate que cette courbe représentant la durée moyenne des sous-régimes associés à R6, elle a une allure semblable à cette courbe-là, qui donne la durée moyenne des transitoires menant à R5. Donc en d'autres termes, les transitoires que nous avons entendus précédemment, où R6 apparaît d'abord dans le transitoire, puis R5 prend le dessus en régime permanent, eh bien, ils sont courants dans cette zone de P0. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'on observe cette similarité entre les deux courbes, même lorsque R6 est stable. Donc autrement dit, pendant le transitoire, le système va être plus proche de R6 que des autres solutions, R6 va être stable, et pourtant le système va converger vers une autre solution. Dernier point que nous relevons sur ces figures, c'est que la durée moyenne des transitoires menant à R5 présente une valeur minimum pour une certaine pression d'alimentation. Donc ça, c'est une information très intéressante quand on s'intéresse à la jouabilité de l'instrument, parce que ça veut dire que si on souhaite produire le régime R5 le plus vite possible, eh bien la meilleure stratégie à adopter, c'est pas de souffler le plus fort possible dans l'instrument, mais plutôt de souffler à une pression optimale. Donc, pour résumer cette grande partie sur les méthodes d'analyse, nous avons présenté 3 méthodes permettant de compléter le diagramme de bifurcation et ainsi analyser le comportement transitoire et multistable d'un instrument auto-oscillant. Maintenant que nous avons à notre disposition plusieurs des méthodes pour analyser ce type de comportement, eh bien, nous allons passer à l'étude d'une configuration spécifique dans les cuivres.
Donc si je suis trompettiste débutant, ou si je cherche à produire des sons inhabituels, il peut m'arriver de régler mes paramètres de contrôle entre deux résonances de l'instrument. Rappelez-vous en introduction, où je jouais deux notes différentes, puis un quasi-périodique en plaçant mes paramètres entre ces deux résonances. Donc dans la partie qui va suivre, nous allons étudier cette configuration en détail, d'une part parce qu'elle n'a jamais été étudiée alors qu'elle n'est pas si difficile d'accès, et d'autre part parce qu'elle est propice à l'apparition de phénomènes transitoires et multistables sur lesquels on va pouvoir appliquer nos méthodes d'analyse. Cette configuration, elle correspond à une double bifurcation de Hopf et à son voisinage. Alors, nous avons déjà vu, pour le modèle de cuivre, des diagrammes de bifurcation en fonction de la pression d'alimentation qui avaient une allure comme celle-ci. Alors, dans cette partie, on va considérer un modèle à 6 modes plutôt qu'à 2 modes, et on expliquera plus tard pourquoi. Sur ce diagramme, on remarque deux bifurcations de Hopf qui donnent naissance à deux solutions périodiques. Lorsque l'on modifie un autre paramètre de contrôle, par exemple la position de la coulisse des slides, eh bien, on modifie l'allure de ce diagramme de bifurcation. Pour une certaine position de coulisse, les deux bifurcations de Hopf apparaissent pour la même pression d'alimentation. C'est ça qu'on appelle une double bifurcation de Hopf. Alors plutôt que de faire défiler les diagrammes de bifurcation pour différentes valeurs de position de coulisse, on peut les représenter en 3 dimensions en fonction de P0 et de D slide. Donc sur ce diagramme de bifurcation, on distingue les branches de solution d'équilibre, les branches de R5 et les branches de R6. À partir de ce diagramme de bifurcation, on peut en déduire les zones de stabilité de ces différentes solutions dans le plan P0 des slides. On remarque ici une zone de multistabilité entre R5 et R6 pour des pressions supérieures à la double bifurcation de Hopf. Cette zone de multistabilité, elle a une forme non triviale, et dans mon manuscrit, je montre que ici, entre les deux parties multistables, on est susceptible de voir apparaître un régime quasi-périodique stable, donc comme ce que j'ai montré dans la vidéo. Lorsqu'on considère un modèle à 2 modes, la forme de cette zone de multistabilité, elle est plus simple, et nous n'avons pas réussi à trouver de quasi-périodique stable. Alors cette cartographie, elle s'intéresse uniquement au régime permanent de l'instrument. Et nous avons vu précédemment que si on s'intéressait au régime transitoire, on pouvait utiliser les approches linéarisées pour prédire le premier régime susceptible d'apparaître depuis l'équilibre. Pour cela, on étudie les parties réelles des valeurs propres. Donc on les représente ici en 3 dimensions en fonction de P0 et des slides, et ici on les projette en 2 dimensions, pareil, en fonction de P0 et des slides. Donc sur cette cartographie, les aplats de couleurs ils correspondent au régime associé à la valeur propre de plus grande partie réelle, autrement dit au premier régime susceptible d'apparaître depuis l'équilibre. En comparant cette cartographie avec celle du dessus, on comprend que le régime R6 il va être prépondérant au moins dans le transitoire, dans toute la zone de multistabilité, ainsi que dans une partie de la zone de monostabilité de R5. Autrement dit, les transitoires que nous avons entendus précédemment, avec d'abord R6 qui apparaît puis R5 qui pointe dessus, ils sont typiques de du voisinage de cette double bifurcation de Hopf. Nous verrons que dans quelques instants que ce résultat il retranscrit bien un des comportements de l'instrument réel. Alors justement, pour cartographier l'instrument réel, on peut mesurer son comportement suite à une variation lente d'un paramètre, par exemple la position de la coulisse. Donc si on applique ce genre de scénario au modèle, on obtient ce type de réaction où en ordonnée on indique l'amplitude des oscillations et la couleur des courbes indique le régime produit par l'instrument. En couleur de fond, on indique les zones de stabilité prédites par le diagramme de bifurcation. On constate que les changements de régime, dans le cas où les paramètres varient, ils n'ont pas lieu tout à fait aux endroits de changement de zone de stabilité prédite par le diagramme de bifurcation. Ce phénomène-là, ça s'appelle du retard à la bifurcation, et ça engendre des phénomènes d'hystérèse, c'est-à-dire que l'instrument se comporte différemment à l'aller et au retour. Alors ces phénomènes, on les retrouve lorsque on applique la même méthode sur l'instrument réel, mais de manière moins marquée. Et ceci, ça a été étudié notamment par Baptiste Bergeau sur les clarinettes, les modèles et l'instrument réel.
Et donc il explique que le bruit expérimental a tendance à accélérer la répulsion du système par les solutions instables et donc à réduire le retard à la bifurcation. Alors en répétant cette opération pour différentes pressions d'alimentation, on obtient ce genre de cartographie 3D. À gauche pour le modèle Asimode et à droite pour l'instrument réel joué avec le musicien artificiel. On constate que l'allure de ces deux cartographies est assez semblable puisqu'on retrouve les trois mêmes régimes de fonctionnement agencés d'une manière assez semblable. J'attire votre attention sur le fait que l'échelle des pressions d'alimentation, P0, est différente sur les deux cartographies. Cela est dû au fait qu'un certain nombre de paramètres de contrôle, notamment les paramètres de lèvres, sont choisis arbitrairement pour le modèle et n'ont pas été identifiés à partir de l'instrument réel. Donc on retrouve bien sur les deux systèmes une double bifurcation de Hopf entre les régimes R5 et R6, mais juste pas pour les mêmes valeurs de paramètres. Alors pour vous convaincre encore davantage de la capacité du modèle à retranscrire le comportement de l'instrument réel dans cette zone, je vais vous faire écouter le signal de pression mesuré dans l'embouchure sur l'instrument réel suite à un déplacement de coulisse. La coulisse, la position de la coulisse, elle a été mesurée et elle est représentée ici en orange. Donc, on injectera ensuite cette position de coulisse dans le modèle et nous verrons que les sons produits par l'instrument réel et par le modèle sont assez semblables. Ici, on va entendre des régimes R5 et R6 et des transitions entre les deux. Et nous verrons que c'est des transitions similaires. Donc, on écoute d'abord l'instrument réel. Et maintenant le modèle. Reprenons les cartographies précédentes et comparant les bifurcations statiques avec les lieux de changement de régime dans le cas à paramètres variables. Donc pour le modèle, on connaît le lieu des bifurcations statiques. En gris, on représente les bifurcations de Hopf. En rouge pointillé, les bifurcations Thor. Et le carré rouge, c'est la double bifurcation de Hopf. On relève les lieux de changement de régime à l'aller et au retour, comme ceci. Et donc là, on va faire un peu de tri dans cette figure pour retenir uniquement le lieu des bifurcations et le lieu de changement de régime à l'aller et au retour. On constate que les bifurcations statiques, elles sont placées entre les lieux de changement de régime à l'aller et au retour. Autrement dit, avec cette approche, on peut estimer le lieu des bifurcations pour l'instrument réel. Et donc ici, par exemple, on estime que la double bifurcation de Hopf pour l'instrument réel, elle est quelque part par là. Pour terminer ma soutenance, ma présentation, on va revenir sur le résultat précédent selon lequel le régime R6 il est prépondérant, au moins de manière transitoire, dans un large voisinage de la double bifurcation. Donc on reprend la cartographie précédente qui indique le premier régime susceptible d'apparaître depuis l'équilibre. Et donc, en regardant cette cartographie, on comprend que pour des pressions d'alimentation et des positions de coulisses élevées, c'est-à-dire quand on se déplace en haut à droite, eh bien, le régime R6 a de plus en plus de chances de prendre le dessus pendant le transitoire. Donc comparons ce résultat, avec le comportement de l'instrument réel joué par le musicien artificiel. Pour plusieurs valeurs de P0 et de D-slide représentées par ces points rouges, on étudie les transitoires de l'instrument réel issus de l'équilibre suite à une montée rapide en pression. Pour chacune de ces mesures, on mesure la pression dans l'embouchure de l'instrument et on calcule la puissance spectrale de ce signal dans des bandes de fréquences associées à R5 et à R6. Ces deux puissances spectrales, elles sont normalisées l'une par rapport à l'autre et elles sont tracées sur chacun de ces graphiques. Donc chaque graphique correspond à un point rouge. On constate que pour des pressions et des positions de coulisses faibles, donc en bas à gauche, le seul régime à apparaître c'est R5 et que c'est le régime permanent. Mais à mesure que l'on se déplace en haut à droite de la figure, eh bien, le régime R6 va être de plus en plus présent d'abord de manière transitoire, puis de manière permanente. Autrement dit, le modèle,
l'approche linéarisée appliquée sur le modèle permet effectivement de prédire ce comportement transitoire sur l'instrument réel. Et donc, ce comportement avec une prépondérance de R6 pendant le transitoire, il semble typique de cette double bifurcation de Hopf. Pour résumer cette partie sur l'étude des cuivres, nous avons montré que les cuivres présentent des doubles bifurcations de Hopf et que le modèle utilisé ici, il est pertinent à cet égard puisqu'il permet de retrouver ces doubles bifurcations de Hopf et ainsi qu'un certain nombre de comportements qui y sont associés. Nous avons justement montré un certain nombre de comportements qui semblent liés à cette double bifurcation de Hopf. Si on sait qu'un système présente une double bifurcation de Hopf, eh bien on sera peut-être susceptible de voir apparaître ce type de comportement. Bien, il est temps pour moi de conclure sur mon travail de thèse. Donc, en résumé, au cours de ma thèse, j'ai mis en avant les limites du diagramme de bifurcation concernant le comportement transitoire et multistable d'un système auto-oscillant. Pour répondre à ces lacunes, j'ai développé et utilisé un certain nombre trois méthodes d'analyse qui sont les approches linéarisées, les approches statistiques et une méthode de décomposition des transitoires. Cette thèse, ça a été également l'occasion d'étudier la dynamique des cuivres en détail, et j'ai ainsi prouvé l'existence des doubles bifurcations de Hopf dans les cuivres, et j'ai montré la capacité d'un modèle classique de la littérature à retranscrire ce comportement. Pour cela, j'ai dû modéliser l'influence de la position de la coulisse sur le comportement de l'instrument, sur les paramètres de l'instrument. Ce qui, à mon avis, ouvre des possibilités intéressantes en termes de synthèse sonore par modèle physique et en termes d'analyse des bifurcations sur les modèles de cuivre. J'ai montré un certain nombre de comportements associés à cette double bifurcation de Hopf, notamment pour celle-ci, pour cette double Hopf-là, une prépondérance du régime aigu par rapport au régime grave, au moins de manière transitoire, ainsi que la présence de régimes quasi-périodiques, tantôt transitoires, tantôt permanents. Si ma thèse devait se poursuivre, voici les sujets principaux sur lesquels je travaillerai. Concernant les approches linéarisées, j'étudierai la possibilité de combiner plusieurs linéarisations autour de différentes solutions en régime permanent du système afin de retranscrire une trajectoire complète. Si on souhaite faire cela, il me semble qu'il faudrait à minima éclaircir les limites que j'ai évoquées concernant l'application de ces méthodes-là aux solutions périodiques. Concernant les approches statistiques, il me semble nécessaire de mener des campagnes de mesure sur musiciens pour modéliser le geste du musicien de manière statistique et réaliste, et donc injecter ce modèle réaliste et statistique à une étude statistique. En ce qui concerne le fonctionnement des cuivres, l'étude sur les doubles bifurcations de Hopf présentée ici, c'est la première à ce sujet, à ma connaissance en tout cas. Et donc c'est une étude assez spécifique puisqu'on s'est intéressé à une double Hopf spécifique, entre R5 et R6, pour cet instrument spécifique. Donc il serait intéressant d'élargir l'étude aux autres double Hopf de cet instrument, voire aux double Hopf des autres cuivres. Et ça permettrait éventuellement de mettre en lumière les points communs et les différences entre toutes ces doubles bifurcations de Hopf. Donc autour de cette double bifurcation de Hopf, je vous ai dit qu'on pouvait observer des quasi-périodiques stables ou transitoires. Et donc si on souhaite étudier de manière un peu plus exhaustive ce phénomène-là, il me semblerait intéressant de calculer, par exemple par continuation numérique, des branches de solutions quasi-périodiques et les branches de bifurcation Tor qui entourent cette double bifurcation de Hopf. Pour terminer, si on souhaite comparer quantitativement le modèle avec l'instrument réel joué par le musicien artificiel, il me semblerait important d'identifier les paramètres de lèvres équivalents à pouvoir injecter dans le modèle. Voilà les quelques références que j'ai citées pendant la présentation, et merci pour votre attention.